Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Maths en Asie. Aujourd'hui à la une, nous allons parler d'un test d'un vaisseau suborbital chinois, d'un atterrisseur lunaire de la Chine, mais également d'une coopération long terme entre la NASA et la Russie. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors ces images sont vraiment impressionnantes et même magnifiques. Elles ont été capturées par le bras principal de la station spatiale chinoise Tiangong, qui est présent actuellement sur le module central Tianre. La semaine dernière, le bras a effectué une inspection générale de la station en vue du transfert du module Wentian ainsi qu'à la sortie extravéhiculaire, donc on parle vraiment de deux opérations majeures qui approchent à grands pas pour la station chinoise. D'ailleurs, en parlant de l'EVA, l'équipage Chenzhou 14 a déplacé les combinaisons B et C dans le sas du module Wentian. De plus, des images ont été publiées par la CMSA nous montrant Tsai Tuche en train de travailler sur la plantation de plantes en orbite. Ainsi, le 29 août, la CMSA a déclaré qu'une expérience autour de l'évolution de plantations de riz et d'arabettes des dames en microgravité est en cours et que des échantillons seront renvoyés sur Terre par la suite. Mais du côté de l'ISS, nous savons qu'en microgravité, les plantes poussent plus vite et que l'on remarque également un plus grand rendement en termes de fruits. Et c'est d'ailleurs pour cela que Sierra Space a l'intention de développer une offre de production de fleurs en orbite depuis sa station Orbital Reef en partenariat avec Blue Origin, et cela à grande échelle destiné à l'industrie du parfum dont les prix des fleurs augmentent de jour en jour. Donc finalement, la microgravité permettrait de produire plus et donc de réduire les coûts au kilogramme selon les propos de la directrice de l'entreprise. Du côté des lancements de l'entreprise nationale Kasich, elle a lancé le 23 août une Kuaizhou 1A depuis le site de lancement de Xichang. Le lanceur léger a déployé en orbite une paire de satellites, Chongqing A et B, développés par l'Académie des sciences du pays, ou aussi nommé CAS. Puis dans un second temps, le 24 août, le groupe national CASC a lancé avec succès sa longue marche de D numéro 75 depuis le site de lancement de Taiyuan dans la province du Shenxi. Le lanceur transportait le satellite d'observation terrestre Beijing 3B qui fournira des services de télédétection liés à l'environnement, à l'agriculture ou encore aux ressources terrestres depuis une orbite héliosynchrone. Deuxièmement, sur une vision plus d'essai, le 26 août, le groupe national CASC, c'est donc toujours le même, a procédé à un nouvel essai de son vaisseau suborbital réutilisable nommé AT-1B depuis le site de Jiuquan. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que son dernier vol datait du 16 juillet 2021 et on peut dire que le principe de réutilisation semble être maîtrisé vu qu'ici on parle du même exemplaire qui a été réutilisé pour un vol. Ce que nous savons, c'est que lors de ces essais, son décollage à la verticale a été une réussite, puis le véhicule est devenu atterrir sur une piste d'atterrissage à l'aéroport de Badan-Jilin en Mongolie intérieure. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette illustration, ce véhicule pourra porter sur son dos une fusée qui pourra ensuite déployer des charges en orbite. Donc vous avez certainement compris le principe, c'est que cette configuration de lancement a pour but de réduire le coût de lancement des lanceurs légers du groupe. Et c'est d'ailleurs une configuration que Virgin Orbit avec Cosmic Girl et son Launcher One abordent ces derniers temps. Pour continuer, on reste toujours sur le principe de récupération et de réutilisation. CASC a annoncé que le lanceur Long March 2D rencontrera dans le futur une modernisation. En effet, ces moteurs tournant à l'UDMH, donc un carburant qui reste plutôt toxique, seront remplacés par des moteurs au RP1, c'est-à-dire au kérosène. De plus, la récupération et la réutilisation du lanceur est un objectif qui a déjà été abordé brièvement le 14 octobre 2021 pour le lancement de la sonde solaire Chase. En effet, le lanceur CZ2D comportait au sommet de son premier étage des ailettes en grille, alors que le 26 juillet 2019, le groupe avait déjà intégré à son lanceur Long March 2C un segment comportant des ailettes aérodynamiques ou aussi nommé grid fins. Donc on imagine bien que cette expérimentation doit faire partie d'une part du programme de modernisation. Alors après, il faut aussi dire une chose, c'est que ce test en 2019 était plus lié à la retombée d'étages sur des villages en Chine. Donc l'objectif c'était de pouvoir contrôler ce retour sans vraiment mettre en danger les civils, même si d'autres solutions sont arrivées, notamment avec des parachutes. Alors pour passer sur quelque chose de beaucoup plus fun, on va aller à Pékin, vu que l'Institut de mécanique spatiale basé au cœur de la capitale chinoise est en train d'effectuer des essais de déploiement de jambes, mais également d'impact sur une maquette. Alors ce que nous savons, c'est que ce travail serait lié à un atterrisseur lunaire avec équipage dans le cadre du programme lunaire du pays. Alors même si pour le moment le programme reste flou et discret, on retrouve quand même plusieurs acteurs qui sont bel et bien en train de travailler sur le programme, donc comme quoi ce n'est pas forcément qu'une chimère. Pour terminer sur la Chine, on va faire un point autour des startups chinoises. Premièrement, Landspace a effectué un test d'allumage puis de rallumage sur une version réutilisable de son moteur au méthane TQ12 assigné à son lanceur Juche 2. A noter que cette nouvelle version, qui est donc réutilisable, se nomme TQ12A. Ce que nous savons, c'est que le premier allumage a duré 400 secondes, tandis que le second en a duré 10.
De plus, selon l'entreprise, la poussée du moteur a augmenté de 9%, l'impulsion spécifique a augmenté de 40 secondes et la masse a été réduite de 100 kg grâce à l'optimisation et à l'amélioration du moteur original. Sur le même communiqué, Landspace a également déclaré qu'au 31 juillet 2022, 37 moteurs TQ12 ont été produits et testés. Donc en somme, cela représente 20 000 secondes de test et l'exemplaire qui a passé le plus de temps sur un banc s'est allumé 11 fois pour un total de 3357 secondes. En tout cas, si vous souhaitez en apprendre plus sur cette entreprise, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à aller la voir, le lien est en description. Mais chez une autre startup du nom d'iSpace, les équipes de l'entreprise ont effectué une simulation d'atterrissage, via surtout une simulation de chute, pour tester la résistance de leur premier étage réutilisable de son lanceur Hyperbola 2 qui doit effectuer son vol inaugural en 2023. Selon la feuille de route initiale, un saut du premier étage aura lieu avant le premier vol orbital du lanceur. Néanmoins, ce qu'il faut admettre, c'est que chez iSpace, rien ne va ces derniers temps. En effet, son lanceur léger Hyperbola 1 a rencontré sur ses 4 vols 3 échecs, emportant avec eux des charges utiles de clients comme des satellites Jilin 1. Et donc si je dis que rien ne va, c'est surtout que cela va être très difficile pour l'entreprise de gagner la confiance des potentiels clients dans le futur pour son Hyperbola 2. Et à mon avis, ils vont devoir procéder à plusieurs succès consécutifs pour pouvoir embarquer finalement des clients à bord de leur tout nouveau lanceur. En tout cas bref, c'est une situation qui reste à peu près similaire à celle d'Astraspace, qui a eu plusieurs échecs avec sa Rocket 1, 2, puis 3. Pour conclure sur la Russie, Roscosmos a annoncé que le moteur RD171MV de NPO Energomac pour la Soyuz 5 a passé des essais de mise à feu. Selon le message Telegram, le pseudonyme de ce moteur serait Tsar, et pour rappel, Soyuz 5 c'est un projet qui a été lancé en 2015 et qui a pour but de remplacer le lanceur Zenit en 2022, dont une partie de sa production et de son assemblage se déroulait en Ukraine. Néanmoins, avec des ressources financières qui viennent à manquer et surtout le conflit armé qui se déroule en Ukraine, ce projet est en train de traîner et le premier vol de la fusée risque d'avoir lieu vers 2024 dans le meilleur des cas. En effet, les travaux sur les installations de Baïkonur ont été reportés et le vol inaugural pourrait même avoir lieu plus tard que la date annoncée. Néanmoins, cette Soyuz 5 reste un lanceur plutôt important, il pourra déployer 15 tonnes en orbite terrestre basse, ce qui ne reste pas du tout négligeable pour la modernisation de la flotte des lanceurs de la Russie. Mais on sait également sur un autre point qu'il va pouvoir aussi propulser le vaisseau de nouvelle génération Oriol. Du côté du sujet de l'ISS, alors que l'on parlait d'un départ de la Russie après 2024, quelques propos provenant de la NASA ont l'air de confirmer que la Russie n'est pas du tout prête de quitter l'ISS, et cela avant sa retraite. En effet, selon le directeur des vols habités à destination de l'ISS du nom de Joël Montalbano, Joël travaillera cet automne sur un nouvel accord long terme au-delà de 2024 entre la NASA et Roscosmos pour l'échange de sièges sur le vaisseau russe Soyuz et le Starliner CST-100 de Boeing. Actuellement, l'accord prévoit une présence russe par an sur Starliner de 2022 à 2024, mais le nouvel accord devrait s'étaler au-delà, je cite, sur le long terme. En tout cas, de votre côté, que pensez-vous? Est-ce que la Russie va quitter le programme ISS avant la retraite de la station ou pendant cette phase de retraite? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathieu en Mars, allez bye.